tout le monde compte ses alliés, on a vu Emmanuel Macron avec Zelensky, mais la Russie compte aussi ses alliés, ou alors ses vassaux. On va se poser une question. La Biélorussie est-elle devenue une simple annexe de la Russie? C'est ce qu'affirment les Britanniques et ce sont les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors d'abord, il semblerait que la Russie cible de plus en plus l'Ukraine depuis la Biélorussie. Oui, c'est ce qu'affirment les services secrets britanniques. Selon eux, le président biélorusse Alexandre Loukachenko continue de suivre la ligne de Moscou sur le conflit ukrainien. Qu'est-ce qui leur fait dire cela? Eh bien, précisément, plusieurs frappes ces derniers jours, une vingtaine de missiles russes tirés depuis la Biélorussie sur la région de Kropyvnytsky, c'est au centre de l'Ukraine, contre notamment des hangars qui stockaient du matériel militaire. Et puis, sur la région de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, là, c'est un MLRS russe, c'est un lance-roquettes multiple qui a ciblé une unité militaire ukrainienne. Les médias ukrainiens rapportent aussi qu'un déploiement supplémentaire de systèmes de guerre électronique par l'armée biélorusse a été repéré dans les zones frontalières avec l'Ukraine. On parle là de matériel qui permet de brouiller les ondes et donc les ordres et de capter des informations circulant parmi les troupes ukrainiennes. Mais à ce stade, rien ne permet de le vérifier. Et par ailleurs, on apprend que la Biélorussie est devenue quasiment une succursale de la Russie. Oui, le MI6 britannique estime qu'à ce jour, le président biélorusse Alexandre Loukachenko devient de plus en plus autoritaire et que ses accusations croissantes et sans fondement sur les objectifs occidentaux sur la Biélorussie et l'Ukraine indiquent probablement qu'il est devenu presque entièrement dépendant de la Russie. En clair, qu'il est pieds et poings liés à Vladimir Poutine et qu'il est son vassal. Et ça se vérifie effectivement à plusieurs niveaux. D'abord, la gestion politique de Loukachenko. Ces dernières semaines, il a pris plusieurs mesures pour museler tous les contre-pouvoirs à la manière notamment du Kremlin. Et la première cible, ce sont les syndicats. Le gouvernement biélorusse vient de dissoudre tous les syndicats indépendants du pays. Plus d'une dizaine de leurs dirigeants sont emprisonnés depuis avril et ils seront jugés le mois prochain au motif d'avoir ouvertement critiqué la guerre de Vladimir Poutine. Et on précise évidemment qu'il y a très peu d'images pour documenter cela parce que quasiment aucun journaliste n'est autorisé sur place. Et puis la deuxième cible, ce sont les opposants politiques. Le 18 mai, Loukachenko a étendu la peine de mort alors même que la Biélorussie est le dernier pays d'Europe à l'appliquer. Auparavant, elle était appliquée seulement pour actes terroristes. Désormais, elle le sera pour tentative et préparation d'actes terroristes également. Alors, en quoi cela concerne les opposants politiques? Eh bien, parce que Loukachenko lance cette accusation à tous ceux qui s'opposent à son régime, notamment à Svetlana Tikhanovskaya, chef de file de l'opposition qui est en exil. Et il accuse également une douzaine de militants d'opposition. Et puis l'autre cible qui peut également être concernée par cette décision, c'est l'opinion publique, en fait, tout citoyen biélorusse qui irait à rebours de la guerre de Poutine et donc de Loukachenko. Par exemple, ce que vous voyez à l'image, cette poignée de volontaires biélorusses partis combattre en Ukraine au tout début de la guerre. Alors est-ce que dans ce contexte, la résistance populaire biélorusse peut exister pour jouer un rôle dans cette guerre? Eh bien, c'est en tout cas l'appel qui a été lancé par Volodymyr Zelensky il y a quelques semaines. Écoutez-le. Отдельно я хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси, к людям и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину. Они поддерживают нас, точно нас, а не войну. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень много. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам и только, а не кому-то в Кремле. Et puis autre signal, la coopération militaire de plus en plus étroite avec Poutine. Oui, vassalisation en marche également dans le domaine militaire. Le mois dernier, Poutine et Loukachenko annonçaient ensemble que l'aviation biélorusse sera bientôt capable de transporter des missiles conventionnels ou à charge nucléaire russe. Précisément, il s'agit de systèmes de missiles Iskander-M. Alors l'échéance par les deux chefs d'État avait été fixée à plusieurs mois. Depuis, la Russie n'a pas communiqué à ce sujet, mais clairement, elle se sert aussi de la Biélorussie pour agiter la menace nucléaire. Merci beaucoup, Justine. Pierre Servan, je me tourne naturellement vers vous. On vient d'entendre ce mot qui fait peur, toujours, nucléaire. Mais au-delà de ça, et d'abord pour commencer, qu'est-ce que pèse la Biélorussie militairement? Est-ce qu'il y a un risque qu'elle s'engage vraiment dans le conflit?
Alors c'est une vraie question. Ce qui est très clair et ce que Justine a expliqué, c'est qu'il y a une dérive du pouvoir de Loukachenko qui, il y a quelques années, essayait de tenir la dragée haute à la Russie, en tout cas d'afficher une certaine indépendance. Aujourd'hui, c'est vraiment un pays vassal qui ne cesse de céder du terrain à l'emprise de la Russie. On peut considérer vraiment que Poutine a absorbé la Biélorussie. Poutine est parvenu à faire changer la constitution de la Biélorussie pour que la Biélorussie puisse accueillir des missiles nucléaires, ce que la Biélorussie s'interdisait. Et il y a toute une gradation jusqu'aux frappes de ces derniers jours, où ce sont des avions de combat russes qui sont passés dans l'espace aérien biélorusse et qui, à l'abri, en quelque sorte, de l'espace aérien biélorusse, compte tenu de l'allonge des missiles de croisière, sont allés frapper le nord de Kiev, le nord de l'Ukraine. Toutefois, un tout petit détail, c'est que Loukachenko reste réticent à envoyer son corps militaire, qui n'est pas très très fort, mais qui est suffisamment fort pour le protéger, lui. Donc en fait, il ne veut pas se déposséder de sa garde prétorienne pour l'envoyer sur le théâtre. Il y a quelques volontaires qui sont envoyés, mais pour l'instant... On voit quelques images d'ailleurs d'exercices en commun, biélorusse-russe. Voilà, mais là, c'est assez classique. Voilà, et puis ce qui a été très bien montré dans le sujet, c'est la contamination complète du système totalitaire poutinien qui transfuse complètement dans le système biélorusse. Mais dans les derniers mois, à un certain moment, Loukachenko a fait des déclarations de deux ordres. Le premier pour dire, c'est quand même curieux que cette opération spéciale militaire prenne tant de temps. Ce qui paraissait assez surprenant par rapport à l'alignement complet. Parce que transgressif pour un Loukachenko. Exactement. Et deuxième chose, sur le nucléaire, en subliminal, il a dit... il ne faut pas que les Russes... Enfin, c'était très subliminal, mais ça voulait dire... Il ne faut pas que les Russes jouent avec le nucléaire. Ouais. Pourquoi ? Parce que la Biélorussie est proche de Tchernobyl et que c'est un pays qui était en première ligne. Donc le nucléaire... Donc c'est un pays vassalisé, c'est un chef d'État qui a volé son pouvoir et qui est complètement aligné sur le dictateur Poutine, mais il continue à jouer. Et dernière information que je peux vous donner, c'est que ça fait des mois, alors c'est pas très efficace, que les services de renseignement occidentaux font passer des messages directement à ce personnage pour lui dire... Loukachenko, en l'occurrence. Loukachenko, parce qu'on le voit à l'écran là, avec son camarade Poutine, pour lui dire tu te plantes, tu te trompes, et tu finiras en fait dans le même fossé, voire la même fosse que ton grand copain Poutine. Juste un mot de nucléaire, parce que vous en parliez à l'instant. Antonio Guterres, aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU, a eu des propos assez forts sur le nucléaire. On va les découvrir. Guterres qui parle, on va l'écouter même encore mieux, parle de cette menace nucléaire diffuse, et c'est assez intéressant. We have been extraordinarily lucky so far, but luck is not a strategy, nor is it a shield from geopolitical tensions boiling over into nuclear conflict. Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. L'humanité n'est qu'un malentendu de l'anéantissement nucléaire. Alors évidemment, c'est de la sémantique, mais ça reste assez effrayant, surtout quand il y a ces mouvements de fond dont on parlait à l'instant. Oui, effectivement, et d'autant plus que le pouvoir poutinien, depuis très longtemps, depuis 2014, joue, entre guillemets, avec le nucléaire. Et il joue de deux façons avec le nucléaire, d'une façon qui est en rupture avec tout ce qui existait auparavant, même à l'époque de l'Union soviétique. Les soviétiques, les Brejnev, les autres, n'agitaient pas la menace nucléaire en disant « si vous n'acceptez pas ce qu'on demande, etc., on va vous vitrifier ». En revanche, Poutine ne cesse de dire « si on s'oppose à moi, j'aurai recours au nucléaire ». Il l'a dit pour annexer la Crimée, il avait fait passer des messages par ses généraux qui étaient interceptés par les services secrets de l'OTAN. Après, il l'a dit explicitement, il a recommencé. Mais il y a un deuxième aspect nucléaire que Poutine utilise en Ukraine. Il positionne des lance-missiles et de l'artillerie à côté des centrales nucléaires de Zaporijjia. C'est le plus gros, je parle sous votre contrôle, la plus grosse, où là où il y a le plus grand nombre de tranches. Et donc, il planque, enfin, si je puis dire, parce que c'est repéré par satellite, il positionne des pièces d'artillerie, des lance-roquettes multiples à cet endroit-là pour, évidemment, être sanctuarisé, pour sanctuariser sa force conventionnelle. Donc, c'est un double crime. La menace du nucléaire en permanence, rappelez-vous, Satan II, plus quel nom. Au mois d'avril. Exactement. Bon, c'est un surnom, mais... Voilà, exactement, mais c'est tout un symbole. Le fait aussi qu'il place, ça a été dit par Justine, des missiles Iskander, qui sont des missiles qui peuvent emporter soit des têtes conventionnelles, soit des têtes nucléaires, plus Zaporijjia. C'est vraiment deux postures criminelles qui agitent cette terreur. Alors, est-ce qu'on est à deux doigts d'un malentendu ?
Je ne sais pas, mais il faut prendre tout ça au sérieux. Alors, en tout cas, le couple d'autocrates Loukachenko-Poutine, Sophie, c'est très souvent exposé en public, et notamment avec des images qui sont assez savoureuses, puisqu'on les voit faire du hockey sur glace. Hein. Les deux pratiquent le hockey, même si maintenant ils ont un certain âge. Ils étaient bons, peut-être, devrions-nous dire. En tout cas, ça montre cette fraternité entre les deux. Est-ce que pour vous, Sophie, l'un a très clairement pris le pas sur l'autre ? Est-ce que Loukachenko est devenu une sorte de marionnette, notamment après les élections de 2020 où Poutine était intervenu? Oui, tout à fait. C'est vrai que, je ne sais pas ce qu'en pensent les spécialistes, mais de ce que j'en ai compris, Loukachenko ne serait pas là où il est si Poutine n'était pas intervenu de manière musclée pour le maintenir au pouvoir. Donc ça crée quand même effectivement une forme de vassalité qui me paraît assez évidente. Ce qui me semble, au vu de mes lectures et des gens que j'ai pu interroger, c'est qu'il y a peut-être un sujet quand même sur l'opinion publique biélorusse, dont j'ai l'impression, mais je vais laisser les gens beaucoup mieux informés et à même à répondre à cette question que moi. Mais je trouve que c'est une dimension intéressante de voir si et à quel point l'opinion publique biélorusse est différente, si j'ose dire, de l'opinion publique russe. Autrement dit, plus résistante, plus rebelle est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas moins prête à suivre le chef, le dictateur et le tyran jusqu'au bout de la tyrannie. Peut-être pour ça que Zelensky appelle justement à une forme de résistance biélorusse. Ce qui veut dire que pour Loukachenko, évidemment, ça rend la position un peu plus difficile que la position de satellite complètement paillassonné s'il a composé avec son opinion publique. Et oui, parce que, Ludmila, il y a eu des manifestations monstres, on s'en souvient, après les élections de 2020. Donc. Tout à fait. Alors, pour justement Loukachenko, il a une dilemme, c'est-à-dire que s'il intervient en Ukraine, déjà, de manière ouverte, il y a deux problèmes. Premier problème, c'est que la population en général, elle ne soutient pas majoritairement au même niveau cette intervention, et déjà la guerre en Ukraine. Et l'autre chose, c'est que même les forces militaires biélorusses, ils ne sont pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas la confiance des forces militaires russes, qui ne vont pas juste passer du côté ukrainien ou faire une sorte de désertion. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que Loukachenko, il a joué ce jeu d'être sur les deux sièges depuis longtemps. Après, quand Poutine l'a proposé, écoute, on va faire un État uni. Comment? Qu'est-ce que tu en diras? Et tout de suite, tu vois, on a vu tous comment il a fait la rééquilibrage. Non, ça, c'est très bien, mais on ne va pas aller jusqu'en État uni. Et quand vous regardez la population en général, puisque moi, j'ai beaucoup d'amis biélorusses, j'ai d'ailleurs un ami qui est maintenant en prison pour les manifestations qu'il a fait en 2010 et après 2020. Voilà. C'est parce qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques. Beaucoup de prisonniers politiques, beaucoup. Et quand on regarde ce que l'opinion publique pense en général, les personnes qui soutiennent Loukachenko, c'est les personnes, on dirait, de l'époque soviétique, qui ont vécu des bels moments de l'époque soviétique. Ils se disent, Loukachenko, c'est lui qui représente l'héritier de tout ce qui est la stabilité de l'Union soviétique. Alors, on parle plutôt de tranche d'âge qui est beaucoup plus âgée. Et les jeunes, eux, ils ne se tiennent pas Loukachenko. Ces jeunes-là, ils sont à l'origine de toutes ces manifestations pour justement ne pas être dans ce cadre-là. C'est pour ça que c'est pas évident, en fait, pour Biélorussie. Pour moi, en tant que régime, c'est un régime complètement vassalisé par la Russie. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce que Zelensky dit. Il fait toute la distinction très nette. C'est pour ça qu'il s'adresse au peuple. Parce que la grande question, comme je pense aussi les Français peuvent se poser, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Là, le Biélorussie, vu que c'est très proche et Poutine l'utilise comme un place d'armes pour envoyer des armes en Ukraine, chaque Biélorusse se pose la question, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Et d'ailleurs, il y a beaucoup de partisans, des partisans biélorusses qui font sauter des rails, des communications ferroviaires pour justement que les choses n'arrivent pas. Comme un petit peu en Russie d'ailleurs ces derniers temps. Ouais. Mais c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus fréquent en Biélorussie parce que à l'époque, si vous voulez regarder ce qui se passe en termes de politique ukrainienne, on dit que l'État biélorusse même, ça, c'est un ennemi. Ça, c'est très clair, parce qu'il se laisse juste utiliser par les Russes. Mais est-ce que le peuple biélorusse, pour nous, est un ennemi en même manière que, par exemple, le peuple russe qui soutient majoritairement la Russie? Vous regardez ce que Zelensky a dit dans son adresse, et on voit que ce n'est pas forcément ça. On a de l'espoir que le peuple biélorusse peut remplir ce rôle très important et quand même agir selon les valeurs
que eux, ils sont écrasés dans leur propre C'est la pays. question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a plus de proximité d'une certaine façon pour les Ukrainiens avec les Biélorusses qu'avec les Russes? Certainement sur la base de valeurs démocratiques et l'effort qu'on veut mettre pour défendre ces valeurs démocratiques. Parce qu'on n'a pas vu de telle férocité. En fait, c'est les manifestations en Biélorussie pour justement ne pas pour contester le Loukachenko et ses élections de 2020. On n'a pas vu ça en Russie depuis très 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 longtemps. Pour nous, ce qui nous rapproche avec le peuple biélorusse, je dirais, c'est plutôt cette volonté de mettre beaucoup de choses sur le poids pour avoir l'état démocratique. Et ça compte. Après, est-ce que le temps et le fait que ça passe et le fait que la propagande quand même, elle va continuer de marcher, est-ce que ça va s'évader? C'est pour ça que c'est très important de pouvoir garder ce canal de communication avec la population biélorusse, entre nous, les Ukrainiens et les Biélorusses, pour pouvoir vraiment trouver des alliés. Et peut-être même espérer un renversement de situation à un moment. Ça, oui. François Bernard, on a entendu récemment Loukachenko, Pierre Servan, il faisait allusion tout à l'heure, avec des discours un peu différents, et notamment appelant à la négociation. C'était intéressant. Est-ce qu'à ce moment-là, Loukachenko, quand il parle, c'est la voix de son maître, en quelque sorte, c'est la voix du Kremlin, ou est-ce qu'il a encore une parole autonome? Il me semble que dans ce flirt avec Poutine, il a cédé de plus en plus, permettant à des troupes russes de partir au début de l'offensive, permettant que l'on tire des missiles depuis son territoire, mais il n'est pas rentré dans la belligérance au sens le plus strict. En ce sens que même s'il y a des volontaires biélorusses qui luttent du côté russe, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'ailleurs, son armée apparemment. Ouais. Voilà, son armée, qui par ailleurs n'est pas la plus puissante de la région, n'est pas intervenue. Voilà, ça c'est ce dernier stade qu'il n'a pas franchi, plus toutes ces déclarations souhaitant freiner le processus, mais on sent bien qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir de décision. Cela dit, a-t-il le moindre choix parce que l'autre alternative, c'est quoi? D'être renversé par son opposition, dont j'ignore la force, mais dont on sait quand même qu'elle est capable de faire de très importantes manifestations. Je suis tombé sur une déclaration de la chef de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya, je suis désolé, je l'écris pour arriver à le prononcer. Il était arrivé deuxième à cette fameuse présidentielle, avec 9%. Dans des élections, disons, très discutées. Qui a été obligé de s'enfuir, bien sûr. Qui dit « J'assume la responsabilité de représenter le peuple et la République de Biélorussie afin de défendre... » Bon, ça s'appelle faire sécession. Donc, s'il veut rester au pouvoir, quelle alternative a-t-il à montrer beaucoup de complaisance envers Poutine? Oui. Bon, et si, juste une question, on est dans la conjecture, si à un moment Poutine dit à Loukachenko « envoie tes troupes », le fera-t-il? Pierre Servan? Alors, c'est pas certain. Encore une fois, il a barre sur cet homme. Mais c'est un peu une anguille aussi. Lui, il joue sa propre survie, il a ses propres intérêts. Je suis frappé aussi de voir qu'un autre grand allié de Poutine, qui est Bachar el-Assad, Poutine a vraiment sauvé la vie du numéro 1 syrien en s'engageant en 2015. Il lui a sauvé la peau, entre guillemets. Il avait fait appel aux miliciens syriens. Il devait y en avoir un nombre considérable. Oui, annoncé ça, oui. Il y a, pardonnez-moi, 2 pelés et 3 tondus. Donc, alors que Damas est vraiment très dépendant à 2 bases. Il y a une base navale et une base aérienne des Russes. Donc, en fait, si vous voulez, même les Chinois, dont on parle aussi comme soutien et tout, chacun regarde un peu ce qui se passe. Et en tout cas, pour l'instant, le Biélorusse, à mon avis, il est sur un équilibre fragile. Est-ce qu'il est complètement confiant dans ses forces de sécurité, dans ses forces armées, qui voient aussi ce qui se passe chez le voisin, c'est-à-dire un massacre, etc. Donc, c'est pas des robots, même s'ils sont, comment dirais-je, payés par le régime, même s'ils ont défendu un régime qui était battu en fait, certainement qu'ils se posent des questions. Donc, on voit bien que Poutine fait une gradation. Hein, il pousse l'autre. Loukachenko fait des déclarations expliquant que l'Occident est abominable et décadent. Il reprend, etc. Voilà. Mais je vous dis, j'ai été très frappé par ces 2 déclarations de Loukachenko prenant une toute petite distance. Voilà. Donc je pense qu'il joue le jeu. Il ne peut pas faire autrement. Il est tenu à la gorge par Poutine. Peut-être qu'il y a aussi des aspects financiers que Poutine essaye de jouer, des promesses en disant si l'Ukraine tombe, on va te tailler des fiefs, etc.
Mais pour l'instant, il reste un peu sur une position relativement prudente. François Bernard, pour clore. D'accord avec vous, sauf ce petit contre-argument, quel serait l'intérêt stratégique d'engager des forces biélorusses faibles? Oui. Au nord, ils ont déjà essayé par le nord, ils ne réessayeraient pas. À ce stade, je ne vois pas l'intérêt pour Poutine, sinon de compromettre encore davantage Loubachenko, de faire intervenir ces forces biélorusses que Loubachenko veut peut-être garder pour sa propre sécurité intérieure. Il a du mal à recruter Poutine, ses propres troupes. Et moi, je pense que quelle alternative pour Loukachenko s'il dit non? Il va être éliminé pour Poutine. Il les comprend très bien. Alors lui, il craint pour son régime, parce que son régime et se maintenir au pouvoir, ça c'est le plus capital. C'est pour ça qu'il garde dans ses distances et il essaie de quand même faire une sorte d'équilibre pour qu'il ait le corps de force de l'ordre pour le protéger lui. Mais si le jour J vient, je pense que s'il ne fait pas ce que Poutine veut, il va être éliminé. Alors,